Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance des sens. À très bientôt, venez nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui en triade Oui, c'est ça. pour réfléchir un peu ensemble sur soit des extraits du livre L'île de Bie ou la béance des sens de Yuma Mudra qui vient de sortir le dernier octobre dernier sur les éditions Souffle d'Or. Et on va soit, comme je disais, faire une réflexion plus généralisée sur des aspects spécifiques qui sont soulignés ou dit dans le livre, ou soit on va prendre des extraits spécifiques que peut-être nous touchent particulièrement à une ou autre de nous. Et on va en discuter en profitant du fait qu'on a ici entre nous Yuma Mudra qui a écrit le livre. Donc, Oui, merci Monica. Je voulais aussi parler un petit peu de vous deux avant. Hein, voilà, donc je suis très très contente d'être avec vous. C'est un peu bizarre d'être ensemble tout en étant loin. Il faut s'y habituer. Moi, je ne suis pas encore tout à fait habituée. Ça intensifie mon côté un petit peu, comment expliquer ça? J'ai un côté un peu virtuel très fort en moi et donc il est de pire en pire. Je deviens vraiment très virtuelle. Espérons que la vertu va toujours surpasser la vertu, le virtuel. En tout cas, excusez-moi, c'est juste pour dire, voilà, donc moi, j'ai connu Yvonne il y a très 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 longtemps, parce que nous étions déjà amis, il me semble, en 1900, je pense que c'était déjà en 91, 92, 1992. Ça fait un petit bail quand même, hein. Mhm. Et voilà, et donc Yvonne, quelque part, on s'est vu périodiquement, peut-être tous les 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, mais on a toujours gardé le contact. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que Yvonne, pour plein de raisons différentes, a toujours été très importante dans ma vie. Déjà, pour la première raison, c'est que c'est elle qui a été le témoin devant le Portugal pour que je puisse acquérir la nationalité portugaise. C'était c'était merveilleux d'avoir une témoin de cette qualité. Et puis, par la suite, pour plein de raisons, dont certaines sont d'ailleurs sont racontées dans l'autre livre, La voix qui danse. Voilà. Et donc maintenant, je voulais aussi inviter Yvonne à parler parce qu'elle a traduit le livre en portugais. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant de bavarder avec les personnes qui ont été intimement liées pour une raison ou une autre au mandala que ce livre est en train de tisser autour de nous. Et Monica Roncon, qui est aussi une personne, une femme danseuse, une artiste de laquelle je suis proche depuis très longtemps aussi, un petit peu moins longtemps. Je crois que nous, c'est 2000, ça doit être 2003, quelque chose comme oui, ça. 2002, 2000, oui, à peu près. Ouais. Et donc Monica aussi, on a été très proches, on s'est beaucoup rencontrés parce que, je veux dire, on s'est fréquentés vraiment intensivement parce qu'on dansait ensemble. Donc ça, évidemment, c'est presque une relation de couple de travailler sur scène ensemble souvent, c'est très important. Et puis Monica est aussi une personne qui, en plus de ses talents de danseuse, est traductrice aussi, qui a créé le blog, notre nouveau blog pour l'île de Bie. Donc le livre a un blog, c'est Monica qui s'est offerte pour le créer. Et c'est aussi Monica très souvent qui interfère sur des corrections ou des traductions ou qui me donne des conseils quand vraiment je suis un petit peu à côté du vocabulaire ou bien aussi pour m'aider dans la communication. Voilà. Et donc, je pensais que c'était très intéressant pour moi aussi d'avoir votre... je ne sais même pas si vous vous connaissez toutes les deux, en fait. C'est drôle, ça. Non, Vous vous êtes déjà rencontrés ou pas?
Ici, moi j'ai fait un workshop avec Monica il y a très longtemps à Ah, Porto, ok, ok. danse gitane. Et ce qui Voilà. m'a vraiment touchée, c'était sa joie, sa gaieté quand elle dansait avec ses beaux châles et qu'elle tournait avec une joie vraiment très beau. Il y a très longtemps, mais je m'en souviens bien. Ah ben voilà, c'est merveilleux. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant de vous entendre communiquer. Voilà, donc je suis à votre service et j'écoute. Yvonne, juste avant qu'on commence à enregistrer, en fait, dans un ton assez informel, mais quand même très intuitif et authentique, je dirais même entre nous, tu as soulevé un thème sur lequel je pensais ce matin, par des raisons personnelles comme ça. Et je pense que c'était pas même en rapport avec le livre directement, c'était avec un autre aspect de ma vie que tu as soulevé, c'était l'aspect féminin, masculin dans un même être, dans ce cas, dans le roman, chez Aria par exemple, ou pas, euh, Ariabi, et comment ça se tisse entre ces trois personnages, et spécifiquement Ariabi qui a su, qui a pas su, possiblement pas d'une façon exprès, mais la vie a fait qu'elle intègre ces deux pôles d'une façon assez gracieuse et sage, non? Parce qu'en fin de compte, est-ce que la sagesse n'est pas justement cette intégration, cette rencontre? Comment pourrais-tu développer cela selon tes réflexions? Ah, tu parles avec Yvonne? Oui, parce qu'Yvonne, Oui. c'est celle qui a déclenché le thème. Et après, à partir de cela, on pourrait faire la liaison avec l'auteur, Yuma. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu disais avec tes Oui. propres mots et à partir de cela, peut-être Yuma pourrait le développer? Mm. Ce côté d'Ariabi est pour moi intimement lié au personnage de Tria. En effet, d'un côté, une femme qui souffrait parce qu'elle était prisonnière de son mental et pendant toute sa vie, elle a développé surtout son côté masculin. Et quand elle arrive sur l'île, il y a Ariabi, une femme qui se présente en toute splendeur, qui a équilibré en masculine et féminine. Et pour moi, c'était vraiment très touchant de voir cette confrontation de Tria en face d'Ariabi, parce qu'en effet, Ariabi, c'était le miroir où Tria se regardait. Et c'était très difficile de s'accepter et de voir qu'il y avait un côté qu'elle avait oublié toute sa vie. Et je trouve, je pense, je vois vivre euh, cette, ce choc, cette difficulté, parce qu'en effet, il y a toutes sortes de facteurs qui nous incitent à développer notre énergie masculine. Il faut prouver qu'on est très forte, très courageuse,
qu'on est au même niveau des hommes. Bon, je plaisante un peu, mais c'est ce que je vois très fréquemment parmi les femmes. Et puis moi, parce qu'enfin, je fais la lecture par rapport à la personne que je suis. Donc, j'ai senti que j'avais beaucoup en commun avec Tria. J'ai bien compris sa souffrance et j'ai bien compris sa difficulté. Parce que pour moi aussi, c'est difficile de m'ouvrir à une énergie plus féminine. Donc, le livre je pourrais même dire que le livre m'a brûlé en certains moments, tellement je m'identifiais avec avec ce personnage qui est Tria. Et puis, d'un côté, cette Aria B qui a transcendé tout cela. Et pour moi, elle représente la possibilité toujours ouverte de nous transformer, de nous transcender et de nous ouvrir à cette énergie féminine tellement intéressante, tellement nécessaire dans notre vie du jour à jour. Euh, c'est un peu par là que j'ai référé cette dichotomie masculin-féminin. Et puis voilà, j'ai bien aimé de voir comment Tria, petit à petit, à chaque pas, avec beaucoup de courage, allant jusqu'aux limites d'elle-même. Et puis, cette Ayabi qui se présente pas beaucoup, mais qui est toujours dans l'attention et qui regarde Priya et qui est là quand elle a vraiment besoin. Pour moi, c'est très beau de voir que c'est possible de vivre cette dichotomie et que c'est possible aussi d'arriver à un point où la différence entre masculin et féminin se dissout et qu'on est tout simplement dans l'amour inconditionnel, la passion inconditionnelle. C'est très joli pour moi, très émouvant. Merci Yvonne, merci beaucoup de ton témoignage. Si vous me permettez, juste avant de passer la parole à Yuma, j'aimerais aussi 2 minutes à peu près partager aussi mon vécu par rapport à ce personnage, ou par rapport à cette question du masculin-féminin. Je trouve que euh, quelque part, un masculin, euh, un masculin sain, soit à niveau général, soit à niveau extérieur, intérieur, ça peut vraiment faire éblouir le féminin d'une façon très forte. Ça, si c'est euh, si c'est sain, non? Si c'est lumineux, ça peut vraiment faire que la fleur, elle soit plus présente, non? Euh, et donc, c'est vrai, euh, c'est vrai ce que tu as indiqué comme des choses qu'on repère dans notre société, une agressivité, les enragés. On a ici les enragés, ce mot c'est très 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 fort qui parcourt tout le livre. Euh, et en même temps, il y a
on lance dans le livre cette idée d'une possibilité de retrouver la lumière du masculin, dans le sens d'un masculin guéri, un masculin sain, lumineux, qui puisse encore faire briller plus le féminin et vice-versa. Je ne sais pas. D'ici, je laisse la parole à Yuma qu'elle partage avec nous son imaginal par rapport à cela. Ben, c'est surtout touchant de recevoir ce dont vous parlez, parce que c'est vrai que quand j'ai décidé que le récit serait un roman, au départ, je savais que depuis longtemps, j'avais besoin de raconter une histoire, mais je ne savais pas que ça deviendrait un roman. Et donc, il y a toute une partie du roman qui est délibérée et il y a toute une partie qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès. Pour beaucoup de parties, je crois que ça doit être comme ça probablement pour beaucoup de personnes quand elles font une création. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une intuition et des choses qui se mettent en place par elles-mêmes. Et quand on écrit, c'est vrai que petit à petit, les personnes qui surgissent dans un roman, par exemple, se mettent à vivre, hein, elles deviennent un peu autonomes petit à petit, elles prennent leurs décisions elles-mêmes. Et on voit ça si par exemple on lit ce que raconte Agatha Christie, par exemple, hein, sur Hercule Poirot. Vous allez être étonné, mais en fait, j'ai eu des modèles avant d'écrire et je voulais au départ que ce soit un policier, mon livre. Il n'est pas du tout un policier, mais à l'origine, c'était ça, là. Mais en tout cas, on voit que Agatha Christie, par exemple, a tellement écrit d'histoires avec toujours Hercule Poirot dans son livre qu'elle l'a tué à la fin. Elle a écrit un livre où il meurt parce qu'elle n'en pouvait plus avec lui. Donc, c'est amusant, ce côté justement du virtuel qui devient quelque chose de réel et le réel qui devient virtuel, quoi. Et donc, je parlais de ça parce que quand vous parlez du masculin et du féminin, c'est vrai que c'est un thème prégnant dans le livre, hein, mais Tria, à l'origine, en fait, n'existait pas dans mon esprit. Vous voyez, l'histoire, en fait, elle est très fort inspirée d'énormément de différentes choses que j'ai vécues et que j'ai racontées à une jeune femme de Mongolie qui s'appelle O. Et elle était chez moi pour quelques jours et je lui racontais des histoires qui m'étaient personnelles et qui, en fait, sont comme un fil qui tricote une connexion intérieure dans ma vie depuis très, très longtemps et des événements qui sont des événements clés, un peu comme quand on dessine d'un point à l'autre. Vous savez, les enfants, parfois, on fait un dessin, un trait d'un point à l'autre. Et donc, ces événements sont comme des événements clés. Et quand j'ai terminé le récit de cette histoire qui m'est propre, la jeune fille, en fait, elle pleurait. Et c'était juste au moment où elle devait monter dans un train et partir. Je lui ai raconté ça en voyage dans la voiture pour l'emmener à la gare. Et je l'ai vue très touchée. Je ne l'ai plus jamais revue d'ailleurs. Et je ne sais pas en fait exactement qu'est-ce qu'elle a ressenti. Je ne sais pas. Mais quand je l'ai vue dans cet état, je me suis dit, je dois écrire cette histoire. Et donc, ça a été vraiment la flamme qu'il fallait que je m'y mette, quoi. Vous savez, parfois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un peu comme ça. Parfois, j'ai besoin de créer quelque chose tout de suite et parfois, ça prend un temps fou. Ou parfois, il faut d'autres choses pour arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que ce livre, c'est quelque chose dont je suis enceinte depuis plus ou moins 20 ou 30 ans. Je pense. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et quand Tria est apparu, c'est parce que je me suis rendu compte que pour que ce récit puisse être un roman, il me fallait absolument un personnage qui ne soit pas à l'aise dans mon histoire. Parce que le fait qu'elle ne soit pas à l'aise dans cette histoire, ça permettait au lecteur de trouver un endroit où connecter avec sa fille, donc la jeune fille dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est normal, c'est parce que sa fille dans le roman est très importante, mais en même temps elle est extrêmement discrète.
Donc, elle est un peu comme la nature de notre propre cœur. C'est très discret, mais c'est le plus important. Voilà. Donc, en fait, c'est sa fille, le personnage le plus important, quelque part. Mais pour le lecteur, je me suis dit, mais en fait, excusez-moi, je vais reprendre. J'ai remarqué que pour des raisons qui me sont peut-être un petit peu obscures, je suis une personne difficile à comprendre parce que j'ai remarqué que les gens ont du mal à comprendre ce que j'exprime ou ce que j'essaye de honnêtement et très précisément communiquer. Alors, ça fait des années que je cherche à faire des progrès à ce sujet. Et donc, dans le livre, je me suis dit, mais qui va s'intéresser à Ariabi et à sa fille, qui sont à des millions de galaxies du monde actuel, s'il n'y a pas un personnage qui appartient à ce monde actuel? Mais bien sûr, c'est un personnage qui appartient à ce monde actuel en 2046. Donc, dans un contexte dans lequel le monde actuel n'existe plus. Donc, ça me permettait d'avoir de la liberté quand même, le fait que le monde actuel n'existait plus. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond, je n'avais pas vraiment envie de parler du monde actuel, j'avais envie de parler de quelque chose d'intemporel et des éléments intemporels. Et donc, Tria, elle apparaît d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a pris vie un peu malgré moi, au fond. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple, c'est que quand, à un moment donné, elle essaye de se suicider, et quand elle essaye de se suicider, c'est parce qu'elle se rend compte justement que c'est trop pour elle de réussir à vivre dans ce paradis qui l'exaspère. Parce que justement, ce paradis est tellement parfait qu'elle-même se sent indigne, elle n'arrive pas à se... Elle n'arrive pas à se détendre dans des circonstances dans lesquelles il n'y a plus vraiment de soucis, plus vraiment de problèmes, mais aussi dans lesquelles elle n'a pas vraiment besoin d'accomplir quoi que ce soit, en fait. Bon, évidemment, on ne va pas raconter son histoire, il faut lire le livre, mais c'est sûr qu'elle revient de quelque chose d'absolument terrible. Elle a traversé Mad Max. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme, c'est une héroïne, c'est une superwoman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la superwoman, tout d'un coup, quand elle est dans un lieu où il n'y a plus de soucis, c'est compliqué pour elle. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Et quand elle revient de ce suicide, elle avorte le suicide, en fait, parce que les animaux l'empêchent, donc les animaux qui l'accompagnent l'empêchent de se suicider. Et elle rêve éveillée, donc il y a un mélange d'hallucination et de rêve, et puis elle se souvient de son père. Et vous voyez, ça, c'est des choses que je n'ai pas fait exprès. C'est elle qui a voulu ça, vous voyez? Donc, je n'ai pas pensé, ah oui, c'est son père, parce que le masculin, machin. Non, pas du tout. Tout d'un coup, elle a pensé à son père, et son père l'a appelée Démétria. Parce que tout d'un coup, j'ai cherché Tria dans Wikipédia, enfin, dans, je ne sais plus comment on appelle ça, Google ou quoi. Mais d'où vient Tria? Parce que moi, je l'ai appelée Tria aussi. C'est aussi étrange. Pourquoi je l'ai appelée Tria? J'ai pas pensé, il y a 3 femmes, c'est Tria. En fait, c'est appelé Tria, quoi. Et je cherche et je trouve que en fait Tria vient de Démétria. C'est fou parce qu'en fait Démétria, c'est la divinité dont l'enfant a été enlevé par, je crois, hein, par, je ne sais plus comment il s'appelle, Hadès, celui qui vit dans l'enfer. C'est ça, hein? C'est bien ça. Enfin, je ne sais pas, il faudra vérifier. En tout cas, elle s'appelle Démétria. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'elle commence elle-même, Tria, à retrouver quelque part, de la bouche de son père, elle retrouve son côté femme. Parce que Démétria, c'est une déesse, en fait, dans la mythologie grecque, qui est vraiment une déesse féminine importante, c'est une mère. Voilà. Et donc, ces éléments-là, je pense que le roman, il s'offre aux gens et à moi-même aussi, pour comprendre des choses ou en tout cas découvrir des choses qui peuvent être différentes. On peut avoir des interprétations différentes. Et c'est ça, justement, je pense, hein, le rôle d'un roman initiatique.
c'est justement de pouvoir laisser chacun interpréter par soi-même sa façon de s'enrichir à travers le récit. Plutôt que d'avoir un livre dans lequel, c'est pour ça que je n'ai pas choisi, pourtant hein, c'est beaucoup plus recherché de nos jours, hein, des livres où on te dit fais ceci, fais cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tu dois penser comme ça, et tu ne dois pas penser comme ça. De nos jours, c'est très recherché, ce genre de livre où je pense qu'il y a un public qui essaye de reformuler des structures de réflexion. Mais je crois que la structure de réflexion doit rester toujours libre. Et que c'est important de rester libre, en fait, parce que si toutes nos pensées sont formatées par un tas de formules systématisées, hein, il faut penser comme ci, comme ça. Mais non, Ariabi, non, elle ne lui dit pas, elle ne lui parle pas de masculin ni de féminin, vous avez remarqué. Elle lui parle, elle, de son expérience personnelle. Mais en fait, ce qu'Ariabi lui fait, c'est qu'elle elle comprend que pour toucher, parce que Tria a envie de la tuer, en fait. Hein. Donc, elle comprend que pour toucher Tria, ce qu'il faut, c'est qu'elle lui lance un défi. Et c'est ça qu'Ariabi, elle fait à lecteur. Elle lance un défi au lecteur. Elle m'a lancé un défi à moi. D'ailleurs, je continue à me retrouver dans son défi. Oui, parce qu'une fois que le livre était écrit, ma vie a été chamboulée complètement. Voilà. Voilà, je n'ai pas répondu à ce que vous disiez exprès, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Je pense que c'est vraiment à chacune d'entre nous de communiquer. C'est pour ça que cette grande agora est importante. Il faut qu'on communique autrement qu'avec des formules qu'il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Et Ariabi, elle propose un défi. Elle propose des choses impossibles à entendre. Quand elle dit que Yeshe Tsogyal a réagi d'une façon christique, christique et tantrique, dans une circonstance extrême de violence et d'agression, c'est un défi de parler de ça, d'entendre ça. Et bien sûr, hein, excusez-moi, je veux juste encore dire une chose, c'est possible que des personnes soient choquées par ça, mais il ne s'agit pas de donner raison à la violence ou à l'agression, il s'agit de répondre à la violence et à l'agression par des voies qui ne sont pas la violence et l'agression et de voir est-ce qu'on peut faire ça. Mais ça, c'est un grand défi, effectivement. Et comment on fait ça? Et comment on fait ça avec soi-même? Parce que Tria n'arrive pas à faire ça avec elle-même. Elle se viole elle-même sans arrêt. Vous voyez? Elle se maltraite tout le temps. Et ça, je viens d'y penser à l'instant. Je n'y avais jamais pensé avant. Merci. Et cet aspect que tu as mentionné, Yvonne, merci beaucoup, Yuma. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut laisser l'espace à chaque lecteur de trouver sa propre île de vie. Et Yvonne, tu parlais aussi au début de l'aspect que de quelque façon tu te sentais brûlée quand tu traduisais le livre. Et ça, c'est une question très importante. Ça fait un rapport avec ce que Yuma vient de dire. En même temps, il y a cet aspect qui est décrit dedans dans un épisode spécifique que peut-être on va laisser pour que les lecteurs le découvrent, mais la transmutation de quelque chose en une autre, non, à travers le feu. Et c'était très curieux que tu mentionnes justement que tu sentais cela pendant que tu traduisais le livre. Donc toi aussi, en tant que traductrice, tu as fait ta transmutation en quelque sorte, non? Yuma, aimerais-tu développer cet aspect se mettre en contact avec ses sensations physiques, avec comment le corps est un véhicule privilégié pour la transmutation des choses plus profondes, soit des traumas, soit des troubles, soit des obstacles moins visibles. Je pense que c'est indispensable. Le corps est fait pour ça, quelque part. Donc là, je parle de ma façon de penser. Hein, donc, le corps est fait pour ça. Quelque part, si on réfléchit bien, le corps n'a que cet avantage-là, de nous donner un tremplin par rapport à la découverte d'une richesse au-delà du corps qui est essentiellement vivante dans notre existence.
Et ensuite, Yvonne connaît bien, puisqu'Yvonne a pratiqué et pratique encore le temps d'avant. Oui. Donc, mais de toute façon, qu'on pratique ceci ou autre chose, le corps n'est quelque part autre chose qu'un souci si on ne s'en sert pas de cette façon-là. Pourquoi je veux dire ça? Parce que si, par exemple, on est un grand sportif, on est amené à ne plus l'être. Si on est joli, on est amené ou bien à mourir jeune ou alors à devenir autrement physiquement avec l'âge. Et donc, l'âge nous emmènera des soucis éventuels de santé peut-être, ou la mort. Et donc, il y a quelque chose dans le corps qui est fondamentalement trompeur parce qu'on a la sensation qu'il est éternel, on a la sensation qu'il est autonome, on a la sensation qu'il est séparé de l'univers. Et on a la sensation qu'il faut maintenir cet état. Et donc, on lutte sans cesse pour maintenir quelque chose qui est absolument d'aucune façon réel. C'est-à-dire, on ne peut trouver aucune partie de nous qui soit autonome par rapport, par exemple, à l'eau, par rapport à l'air, par rapport à la terre, et par rapport au feu, à la chaleur, et même pas non plus par rapport à l'espace, puisque notre esprit non plus. Notre esprit est en connexion permanente avec tous les phénomènes et l'origine des phénomènes. Donc, il n'y a rien en nous qui soit autonome et on peut faire la même analyse par rapport au fait d'être séparé. On peut faire la même analyse par rapport au fait d'être éternel. Est-ce que Yuma, c'est moi maintenant ou hier ou demain, ou est-ce que c'est moi quand j'avais 5 ans? Est-ce que c'est mon petit doigt? Est-ce que c'est mon pied? Est-ce que si je me coupe le pied, je ne suis plus moi-même? Ou est-ce que je suis encore moi-même? Ou est-ce que c'est le même moi-même? À la fin, vous ne trouvez pas. Et donc, et ça, c'est un processus très, très connu dans le bouddhisme. C'est-à-dire que quand vous ne le trouvez pas, vous vous détendez dans cette sensation de n'avoir rien trouvé. Et le corps, il donne l'ancrage pour supporter ça. Parce que si on ne supporte pas tout d'un coup cette sensation de dissolution totale qui est paradoxale avec la sensation d'être physique, c'est le corps qui donne l'ancrage, qui permet de se détendre dans cette sensation et de constater que finalement, tout va bien. C'est pas parce que j'ai arrêté de lutter pour être moi et pour être éternel et pour être, enfin, peu importe, toutes les choses dont on croit avoir besoin. Si tout d'un coup j'arrête ça et que je reste, parce que je me suis entraînée quelque part, grâce aux sensations du corps, je reste tranquille mentalement. Je parle du mental. Donc moi, je n'envisage pas le mental comme étant un problème. Je pense que c'est un outil simplement. C'est comme si vous avez des ciseaux à la maison. Vous avez un mental, c'est comme un couteau, comme un ciseau. Il faut faire attention et il faut couper quand c'est nécessaire. Des fois, il faut hacher aussi, quand on fait le persil haché. Donc, le mental, il trouve un ancrage dans les sensations du corps qui permet au mental de apprendre quelque part à donner du temps. Donner du temps. Donc, c'est-à-dire, c'est un rythme. Hein. Vous avez une pensée, mais entre une pensée et la pensée suivante, il y a de l'espace. D'accord. Donc, les pensées, à chaque fois, c'est comme un courant électrique, c'est comme un étincelle. Hein. C'est électrique, hein, les neurones, tout ça. Et donc, la pensée, c'est une semence en même temps. D'accord. Donc, comme vous avez un jardin, et il y a tout d'un coup une forêt vierge, donc tout a poussé. Il y a plein de semences. Et donc, les pensées, c'est ça. Ce sont en même temps des semences et en même temps une impulsion électrique. Mais bien sûr que le rythme a besoin de silence pour exister. D'accord. Vous êtes d'accord, hein. Si vous voulez de ce silence pour entendre déjà la vibration du rythme, mais aussi ce qui va définir les vitesses et les différentes
forme de rythme, ça va être le silence. Donc l'espace, du point de vue de l'oreille, c'est le silence. Hein. D'accord. Si on parle de l'espace dans les oreilles, c'est le silence. Et les pensées, c'est ça. Et donc, quand on apprend réellement, sérieusement, à quoi mène la méditation, c'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas un instrument de bien-être, c'est aussi possible de développer un bien-être, mais ce n'est pas fait pour ça. D'accord. À l'origine, les êtres qui ont passé toute leur vie à méditer, ce n'était pas pour le bien-être. De nos jours, on pense que c'est un peu comme une espèce de calmant, hein, pour ne pas prendre des calmants. Mais bien sûr aussi, hein, c'est bien, mais c'est beaucoup plus que ça. D'accord. Il y a beaucoup plus que ça. Et donc, à un moment donné, le corps, il va devenir vraiment une possibilité jour et nuit de toujours revenir à une simplicité d'être qui, grâce à la pratique, bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelle shamatha et vipassana. Donc, shamatha, c'est la stabilité, mais la stabilité ne suffit pas. Hein. La stabilité, c'est un peu comme j'ai mes fesses sur une chaise, voilà, bon, voilà, j'arrive à m'asseoir. Ben, comme dirait Trungpa Rinpoche, chaque pensée trouve s'assied sur ses propres fesses. Il dit ça, hein, Trungpa Rinpoche. Donc, toutes les pensées commencent à se poser, à se poser, à se poser. Et on n'essaye pas d'arrêter de penser, mais c'est tout simplement dans la nature même de la pensée de se tranquilliser quand à un moment donné, on ne pose pas son attention sur l'intention de chaque pensée. Quand tu ne poses pas ton attention dessus, elle va se tranquilliser. Mais vipassana, donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un stage de 3 semaines où on reste assis. Vipassana, c'est la vue profonde qui est développée par le fait de rentrer en contact avec l'intelligence qui s'élève grâce à ça. C'est là que ça commence, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le corps. Sans le corps, on ne peut pas. Parce que vous voyez, de toute façon, vous pouvez le voir par vous-même. Quand on s'endort, notre esprit part dans tous les sens. Quand on commence à s'endormir, on part d'un côté, on part de l'autre, on part de l'autre. Et c'est grâce au corps qu'on va apprendre à petit faire un pont entre moi réveillé et moi endormi, par exemple. Voilà. Et donc les sensations du corps, c'est le début, hein, c'est la première phase de pratique pour se créer cet ancrage, cette prise de terre. Exact. J'espère que c'était Oui, oui. satisfaisant comme réponse. Si tu permets, j'ai trouvé cet abordage du corps très intéressant. Ça m'a fait penser à la physique quantique. Parce qu'en effet, quand on regarde le corps ou la matière, d'un point de vue microscopique, on va du plus grand au plus petit. Et en effet, on arrive à l'espace vide parce qu'on a cette impression que la matière, c'est le réel. Mais en effet, la matière n'est que 99,9% de ce qui existe dans l'univers. Donc, et puis quand on regarde la matière de plus proche, de ce point de vue quantique, on arrive à l'espace parce que c'est le vide qui se manifeste. Donc, c'est très joli de voir comment le côté scientifique est en accord avec ta façon de regarder le corps. Oui, c'est la vacuité qui est potentiellement toujours enceinte de toutes les formes. Hein. Donc, Oui. c'est très important parce que parfois, c'est vrai que dans la culture française, on est moins habitué à ces choses et donc on pourrait penser que le vide, c'est un peu comme le fait qu'il y a un bocal où il n'y a pas d'oxygène dedans et du coup, ça va se conserver la confiture. Mais non, c'est pas ce vide-là. C'est justement tout le potentiel de toute l'existence et de toute la mémoire. Toute la mémoire se trouve là aussi. C'est ce qu'ils appellent akashique aussi, ou Rupert Sheldrake qui lui donne encore un autre nom. Donc c'est l'espace, on le trouve. Je pense que même enfant, on était beaucoup plus à l'aise avec ça, je pense. Hein.
parce que c'est un petit peu notre façon d'être éduqués, de vivre dans le monde qui nous a séparés beaucoup de cette dimension. Et elle est fertile en potentiel. Donc, ce n'est pas l'idée que la vacuité, ce serait une image d'une page blanche morte. Hein. Donc, ça, c'est très important de bien comprendre qu'on ne peut pas la concevoir avec le mental. On ne peut pas essayer d'imaginer à quoi ça ressemble. On peut que se détendre justement quand on se rend compte à un moment donné qu'on ne peut plus attraper les idées qu'on a et les concepts qu'on a. Et le premier concept de tout, c'est moi, mon corps, ma forme. On ne peut pas l'attraper et on se détend. Et on voit que finalement, il n'y a pas de problème Et c'est si on ne ainsi, l'attrape pas. Dis-moi. et c'est ainsi qu'Ariabi chante, apparaît, disparaît tout le temps au fur et à mesure du développement de l'histoire. Elle est presque parfois comme un arc-en-ciel, non? Elle semble, elle échappe, elle semble euh, physique, non, matière, mais en même temps elle n'est pas. Et donc elle est vraiment, va vraiment dans le sens où tu parles, où tu nous expliques. Et je profiterai, si vous êtes d'accord en ce moment, pour si vous êtes d'accord toutes les deux, et surtout Yuma, l'auteur, que je cite un petit passage du livre que j'ai On va avec joie. souligné. Ariabi définissait la résilience comme la confiance en son point zéro. Du zéro naissent les formes qui animent le monde. Du zéro naissent les formes qui animent le monde, je viens de le dire. Sans destination, elle tournait sur elle-même pendant des heures pour se déposer au sein du vortex. Le point zéro est un espace vivant de pure liberté. Sa perception chronologique du temps linéaire apprise à l'école commençait à s'estomper. L'éducation cartésienne l'avait habitué à tirer des flèches du passé vers le futur. Mais au sein du point zéro, ici et maintenant, tout différait. Ariabi commençait à clarifier son intuition. Donc je pense que ça c'est un bon rapport avec ce qu'on vient de dire. Peut-être ça pourrait être encore une petite étincelle de développement par rapport à l'importance de ce personnage qui, avec lequel Safia est si à l'aise. Toutes les deux Safia c'est presque un point zéro quelque part, sans le savoir, c'est-à-dire elle est simplement. On pourrait dire comme ça peut-être. Comment pourrais-tu développer ce petit passage? Déjà une question. Tu l'avais préparée ou tu l'as trouvée Non, pendant non, qu'on je parlait? l'avais. C'était une des passages que j'avais souligné. Ça m'a paru que c'était le moment de le communiquer. Vous voyez que ça marche l'Internet sans machine. Tout à fait. Parce qu'on ne s'est pas consulté et on est sur la même longueur d'onde sans avoir prévu. Vous voyez, hein, ça marche. Hein. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai entendu un homme, c'est dommage, j'ai oublié son nom, mais qui parlait d'un livre qu'il a écrit et qui parle du point zéro, justement. C'est drôle. Hein. Il a un personnage dans son livre qui est une femme spécialisée dans l'étude du zéro. J'ai trouvé ça amusant parce que quand j'ai écrit sur le zéro, je ne connaissais pas du tout ça. C'était vraiment juste mon expérience. C'est souvent le cas chez moi d'ailleurs, hein, parce que comme j'ai beaucoup vécu à travers la danse, les choses, vous savez, quand on vit les choses à travers la danse, on rencontre l'abstraction dans la danse aussi. Hein. On rencontre un peu tout ce qu'on veut, puisque la danse va engager tout l'être. Donc on peut rencontrer l'architecture, la géométrie, le rythme, la musique, la poésie, l'imagination, toutes les émotions, on rencontre presque tout. Et c'est vrai qu'au niveau de la danse, ce sens du rond et du zéro et de toutes les caractéristiques qu'il a. Hein, et donc, j'ai écrit sur ce zéro parce que aussi quand on dessine
il y a un exercice zen qui consiste à dessiner des cercles. C'est assez intéressant à faire. Et à un moment donné, j'ai dessiné d'ailleurs 2 cercles en même temps avec les yeux fermés et j'ai remarqué que quand j'avais les yeux fermés, je dessinais les cercles beaucoup plus parfaits qu'avec les yeux ouverts. Donc c'est beaucoup de choses qu'on peut vivre. C'est dommage parfois que beaucoup de personnes n'ont pas, ne s'autorisent pas à vivre des choses comme ça simples qu'elles pourraient découvrir par elles-mêmes. Mais si vous voulez dessiner des cercles chez vous avec une main, avec l'autre main, avec les pieds, avec les yeux fermés, vous découvrez le sens de la forme dans ce contact avec la forme. Et puis c'est très difficile de dessiner un cercle en fait. C'est très compliqué d'y arriver. Ça demande vraiment une disponibilité, une simplicité. Si on veut bien faire, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Et, donc là, ce que j'ai essayé, je crois que ce que j'ai essayé de développer, c'était surtout par rapport au fait que je crois que la femme se sent facilement deux. Et donc là, je ne suis pas soutenue par une quelconque philosophie ni une religion, c'est vraiment quelque chose que je pense. Pourquoi? Parce que moi-même, je crois que c'est un élément d'instinct maternel, je crois. J'ai facilement un chat ou un chien ou une personne ou un amoureux ou quelqu'un, tout d'un coup, devient quelque chose qui fait partie de moi. Et donc, c'est écrit dans le livre. Et donc, d'un côté, ça me donne la capacité de l'aimer, mais ça me donne aussi la capacité de tomber dans un piège qui serait de l'avaler, quoi. Hein, à partir de mon zéro. Pourquoi? Parce que je peux faire abstraction de moi-même pour l'autre, donc je deviens zéro. Et je l'ai fait dans ma vie, donc. J'ai été maltraitée en me faisant zéro. Vous voyez? Et l'autre homme m'a maltraitée et je pense avec le recul que c'est justement, bien sûr, parce qu'il y a un karma qui se met en route entre cette personne et moi, bien sûr, mais parce que aussi, plus j'étais zéro, moins il arrivait à m'attraper, plus c'était compliqué pour lui de vivre avec quelqu'un qui ne lui opposait aucune résistance. Donc, il fallait qu'il aille pousser de plus en plus loin, voir si je n'avais pas une résistance quelque part, jusqu'à ce que je sois presque tuée, en fait. J'ai failli vraiment me faire tuer. Et donc, cette sensation naturelle en moi de pouvoir sentir que quelqu'un est à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est très féminin. Et donc, je me fais zéro parce que je me sens deux, mais le un, quelque part, en route, il n'est pas très clair. Et par contre, les hommes ont plus facilement ce un qui est très physionomique, parce que quelque part, c'est le pénis, hein, c'est le lingam. Hein. Le lingam, c'est comme un 1. Le 1, c'est un, quoi. C'est vertical. Et l'homme, je crois, hein, a plus tendance à penser, fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, une infrastructure fonctionne bien quand les hommes sont présents. Parce qu'il y a une certaine stabilité d'être un le matin, un le midi, un le soir et un même à minuit aussi. Une tendance, hein, je ne dis pas, c'est pas une généralité, hein, mais c'est une tendance. Hein. Voilà. Donc dans le livre, j'ai voulu jouer un petit peu avec ça et c'est là que j'ai découvert en faisant des recherches que le zéro en Occident avait rencontré une certaine réticence hein, de la société occidentale qui n'en voulait pas et à la fin, comme ils n'arrivaient plus à faire les comptes, et ça ne marchait pas, les comptes n'étaient pas justes, ils ont été obligés d'adopter le zéro. Et ça, c'est très intéressant aussi. Parce que quelque part, nous, dans notre monde actuel, on aurait besoin de ce zéro, on en a tellement besoin pour arrêter d'être prisonnier de notre concept de finance, justement, et de compte, et de commerce, et de toute cette histoire. Le zéro est indispensable. Ouais. Merci Yuma. Yvonne, as-tu envie de lancer, ou de partager quelque chose que tu as ressenti encore dans ton travail de traduction de cette œuvre? Juste une petite note quand même que j'ai bien aimée sur le livre. Les super humanoïdes autonomes qui viennent faire un travail fantastique, qui ne viennent pas pour détruire, pour agresser les humains,
pour les tuer. Et non, au contraire, toute cette imagerie qu'on a créée à travers les films fiction scientifique et où les humanoïdes sont toujours présentés comme un grand danger. Et puis là, non, c'est exactement le contraire. Et donc, c'est une autre possibilité qui s'ouvre. C'est comme beaucoup d'autres situations dans la vie. Il y a toujours plusieurs possibilités. On parlait de ce champ de potentialité qui existe et avec lequel on peut vraiment connecter pour créer un monde plus intéressant. Et donc, j'ai bien aimé ce potentiel positif que les super humanoïdes autonomes représentent dans ce livre, tout à fait au contraire de ce que la plupart des gens pensent. On a peur des martiens, on a peur d'être kidnappé, on a peur, je sais pas quoi d'autre. Et puis là, non. J'aime beaucoup cette possibilité qui s'ouvre de les regarder d'une façon tout à fait différente. Oui, aussi j'aime beaucoup cela. Je connais des personnes qui sont choquées parce qu'en fait, il y a un paradoxe. Le livre est un livre de défi, hein, donc c'est vrai qu'il y a un défi dans ce livre. Hein, c'est un défi. C'est un défi d'en parler, c'est un défi de le lire. Il est paradoxal. Et ça par contre, c'est délibéré, d'accord. Il y a délibérément la possibilité de penser que les super-humanoïdes autonomes, en fait, sont des vrais bastards. Parce il y a des gens qui le voient comme ça. Et je l'ai fait exprès, je savais qu'ils vont plaire à certains et déplaire à d'autres, exactement comme tous les personnages dans le livre plaisent et déplaisent. Euh, mais, euh, mais ça, c'est exprès, parce que je pense que c'est justement ça le défi, c'est de réussir à un moment donné à trouver la superposition entre les différentes contradictions que nous rencontrons et que nous vivons. Hein. Donc, les super-humanoïdes, parce qu'ils veulent faire quelque chose de bien et parce qu'en plus, on leur demande de faire quelque chose pour sauver, vont faire quelque chose qui est, bon, je ne vais pas raconter tout le livre, mais ils vont faire quelque chose qui, en fait, est terriblement dramatique. Donc, voilà, c'est intéressant qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi penser. Est-ce que c'était bien ou c'était pas bien? Mais en fait, ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut penser quand on lit ce livre. Vous voyez? Et c'est pour ça que Tria, elle est là, parce que Tria, comme elle est très fâchée avec plein de choses, ça permet au lecteur de s'enfuir avec elle et de se révolter. Parce qu'il ne s'agit pas de donner aux super-humanoïdes autonomes raison ou de leur donner tort. Je ne cherche pas à dire qu'ils sont bien ou pas bien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai connu des personnes très impliquées dans la création de l'intelligence artificielle, particulièrement à l'époque où j'étais productrice de festivals au Portugal, donc à l'époque où on s'est connus. J'ai été assez proche de personnes qui sont vraiment impliquées là-dedans et qui m'ont beaucoup parlé de tout ça. Je ne sais pas si tu l'as connu, Paulo Caius, Oui. donc c'est le directeur de Roland Music, qui était mon sponsor à l'époque. Et donc lui m'a beaucoup, beaucoup parlé de ces choses. Et d'ailleurs, oui, Monica aussi l'a connu d'ailleurs. Et donc, j'ai su que, en fait, les gens qui recherchent à créer l'intelligence artificielle, certaines d'entre elles, et vous pouvez le trouver sur Internet aussi, hein, ont le rêve de créer un être humain, comme les êtres humains, je veux dire, mais qui n'aurait pas la tendance à tout le temps se saboter lui-même et tout le temps créer des circonstances négatives. Voilà, donc loin de moi l'idée de professer un monde parfait, parce que je n'y crois pas beaucoup. Je pense que le monde est une illusion, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, outre mesure. Hein.
Par contre, que soi-même, on a des tendances autodestructrices ou destructrices, c'est évident, on le sait, on les a, on les rencontre. Mais cette chose existe, et donc, pareil, je ne cherche pas à donner raison ou tort à ces choses, c'est juste comme ça. Mais en tout cas, je pense que le public ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui ont ce rêve de créer un être qui serait bon, en fait. Voilà. Je ne sais pas quel serait le résultat de toute cette manipulation, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il faut trop s'inquiéter, parce que moi, je fais confiance à la nature de l'univers. Et nous sommes l'univers nous-mêmes, donc on a beau se rendre important tout le temps, en réalité, on ne l'est pas. Donc, il faut se détendre aussi par rapport à notre destinée, je crois. Merci. J'aimerais aussi soulever un autre aspect. C'est l'aspect, pourrais-je dire, prémonitoire du livre parce qu'il a été fini, ou élaboré, ou rédigé avant le commencement des événements qu'on vit aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on pouvait parler à propos de cela, à propos de cette incroyable coïncidence de certains événements du livre et ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est encore en train de vivre de nos jours. Mais j'aimerais souligner justement l'aspect vide que ça nous a, bien que d'une certaine façon on l'ait déjà abordé dans notre conversation, mais on pourrait peut-être le faire depuis un autre point de vue. C'est le point de vue on a été forcé entre guillemets à rester chez nous, et pour quelques gens ça a été un cauchemar, pour d'autres ça a été un paradis. Il y a ici justement Tria qui le vit comme un cauchemar, et donc il a cette idée de ne pas arriver à être heureux, à saboter, comme tu viens de dire justement à propos de la création d'un être qui ne se saboterait pas. Comment on le fait, cette peur du bonheur, cette peur du vide en tant que bonheur. Quelque part, pourrais-tu développer ce mélange d'idées que je viens de lancer? Je ne pense pas que Rariabi a cherché le bonheur, je ne pense pas que ce soit ça. C'est simplement que notre propre nature en profondeur n'est pas malheureuse, c'est ça surtout. Donc, notre propre nature profonde n'est pas le cauchemar. Donc, par exemple, hier, j'ai été voir une femme du village, une vieille dame qui est très déprimée en ce moment, elle va très mal. Et j'ai remarqué que presque tous les gens de ce petit village reculé au fin fond de nulle part, qui est une des régions les plus dépeuplées d'Europe, ils prennent presque tous des antidépresseurs, en fait. C'est incroyable. Et je vois que c'est pareil en France, c'est pareil partout. Et ces antidépresseurs, ils ont été créés pour répondre à un mal-être, effectivement. Beaucoup de personnes sans ces antidépresseurs ne peuvent même pas vivre sans se suicider. Mais en réalité, ils deviennent addictifs et donc finissent par porter préjudice au fonctionnement même du cerveau. Et donc le processus qui consisterait à rendre à nouveau important dans notre vie la fréquentation de notre véritable nature profonde. Alors là, bien sûr, on va dire que c'est une mystique. Ah, on va dire c'est une religion. Oh, on va dire c'est la spiritualité. Proposons de ne pas le mettre dans une boîte, mais de simplement dire que c'est ce qu'on ressent en dehors de notre communication avec les autres, on ressent quelque chose en soi. Et qu'il y a la possibilité, par un processus, pour presque tous les êtres, ça dépend, si l'être n'a vraiment aucun mérite. Qu'est-ce qu'on veut dire par mérite? Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de fenêtre dans cette maison-là. Vous voyez? C'est-à-dire que la personne arrive au monde avec une incapacité totale de désirer ouvrir une brèche, une béance, la béance des sens. Donc là, dans ce cas-là, c'est impossible et effectivement, peut-être que
il n'y aura que des médicaments ou quelque chose un produit chimique qui, espérons-le, pourra devenir moins nuisible pour cette personne-là. Mais par contre, il y a quand même une énorme quantité d'êtres humains qui pourraient faire un processus qui libère un petit peu, comme on apprend la patience, hein, de libérer petit à petit peu un sac de nœuds. Vous savez, moi j'aime bien de faire c'est un truc drôle, hein, j'adore prendre un nœud et le défaire. Et quand il y a une corde pleine de nœuds, moi j'adore passer 1 heure là-dedans. Donc, et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait viable. Et il y a des choses qui aident à ça. Et on a perdu complètement l'importance de ces choses simples. C'est par exemple la poésie, c'est par exemple chanter ensemble, c'est jouer du rythme ensemble, et accompagner tout ça d'une valorisation de l'espace intérieur de l'être, qui n'est pas voué à la production. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que l'espace intérieur de l'être est productif, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'être humain est terriblement créatif, il est même trop créatif. Donc le problème de l'être humain n'est pas son absence de créativité. Le problème, c'est sa relation à la créativité. Donc l'espace intérieur intime est extrêmement créatif. Et donc là, c'est vrai qu'il y a besoin d'un accompagnement. Parce que si ma créativité est, par exemple, extrêmement douloureuse, il va falloir être accompagné parce que justement, je suis déjà habituée à toujours aller dans un espace qui me fait peur ou dans un espace qui me terrorise ou c'est comme une empreinte. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est resté imprimé. D'ailleurs, tout le monde peut faire ça. Regardez une série pendant 1 semaine, faites-le, hein, même si vous ne regardez pas de série. Regardez une série sympa, rigolote pendant 1 semaine et vous allez voir que les personnages ils rentrent dans votre esprit. Vous commencez presque à bien les aimer et vous dites, mais c'est rigolo, je suis attachée à cette personne ou à cette personne alors que je ne la connais pas et que dans la série, c'est pas du tout l'acteur n'est pas cette personne, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui devient réel à l'intérieur de moi. Et donc, la relation, c'est là qu'on a besoin de s'entraider. Mais je crois que pour qu'on s'entraide, il faut qu'on puisse trouver un terrain neutre. C'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec Dans Sadhana et des Networks, un peu beaucoup. Donc il faut trouver un terrain neutre parce qu'évidemment, bienvenue la religion que vous avez, bienvenue la mystique que vous avez, mais bienvenue aussi le fait que vous n'en avez aucune. Mais si je remplace le terrain neutre par un système ou par une façon de penser qui devrait être ceci ou cela, je ne laisse pas la personne libre de elle-même trouver cet espace en elle, même si ensuite elle va l'appeler Dieu ou déesse ou Pachamama, je ne sais pas comment elle va l'appeler. D'accord ? Mais à un moment donné, je crois que c'est très important du point de vue de la société que nous nous y mettions ensemble et que ce ne soit pas spécialement une profession, une façon de gagner de l'argent. C'est embêtant. C'est embêtant cette manie de gagner de l'argent et d'en perdre. C'est embêtant. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quelle est la relation qu'on a. Et donc, on a besoin de s'entraider. Et cette dame, donc, elle me disait qu'elle ne va pas bien. Et du coup, j'ai voulu un petit peu être près d'elle. Je l'ai un petit peu fait rire, j'ai un petit peu fait parler. Et puis, petit à petit, je vois qu'elle a arrêté les produits, mais qu'elle veut les reprendre. Et quand je lui dis, mais vous avez une religion, pratiquez votre religion, dit Jésus, parce qu'il y avait une histoire du passé dans laquelle elle en veut à quelqu'un et elle en veut toujours à cette personne. Peu importe l'anecdote, mais c'est quand on est fâché avec quelqu'un ou qu'on a une espèce de rancœur, non ? C'est très fort. Hein ? C'est soi-même qui souffrons de cette rancœur. L'autre personne, elle s'en fout. Hein ? Et donc, je dis, mais Jésus, il a dit que certaines choses qui sont célèbres et qui sont simples, et on doit trouver les moyens de les pratiquer ensemble. On doit trouver les moyens de pratiquer, d'écouter l'un l'autre, de tendre la joue droite quand on nous a frappé la gauche. C'est des choses qui sont intéressantes pour les êtres humains. Voilà. Et c'était par rapport à quoi déjà ta question ? C'était par rapport à... Rappelle-moi un petit peu. C'était
faire un peu un parallèle entre les événements qu'on est en train de vivre Oui, d'accord. actuellement. Merci, oui, c'est ça. Et donc, les événements qu'on est en train de vivre, oui, c'est vrai que c'est, bon, on va dire que c'était prophétique, mais moi, je suis née avec je suis née avec la conviction qu'il allait y avoir quelque chose un jour et c'est arrivé, voilà. Donc, chez Mhm, moi, il n'y a eu aucune surprise. mhm, J'ai travaillé comme une dingue sur Dance Adway Network parce que je voulais travailler avec des gens sur des aspects dont je suis en train de parler maintenant et je voulais mettre à l'épreuve ces intuitions que j'avais avec ces personnes. C'était surtout des femmes, mais je ne l'avais pas fait exprès que ce soit des femmes. C'est arrivé comme ça. Le destin a fait que c'était 99,99% de femmes. Et donc, j'ai travaillé ces choses avec surtout toi, Monica, un petit peu avec Yvonne, mais surtout avec toi, que, qu'on se prépare en fait. On se prépare. Et d'ailleurs, si vous faites le langage des oiseaux en français, vider ensemble, hein, donc co, c'est ensemble, et vide, c'est vider. Il faut vider ensemble. Il faut vider un peu la baraque. Là. Donc, bien sûr, c'est métaphorique, mais à un moment donné, il faut absolument qu'on arrive à retrouver la confiance en notre... Et là, je n'aime pas trop parler de bonheur, parce que le problème, c'est que bonheur, c'est des concepts. mhm. C'est à nouveau un concept stable et éternel et autonome et Oui. séparé. C'est plus la capacité de faire confiance en quelque chose en nous qui n'est pas... euh, euh, Dépendant de causes extérieures. qui n'est pas ombragé, qui n'est pas... on peut faire confiance même quand, par exemple, il y a un petit peu de brouillard, on ne voit pas très clair, mais on peut faire confiance à sa propre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose que plus on va être porteur de cette confiance en nous, sans formuler une obligation de penser d'une façon ou d'une autre, hein, sans appartenir à une culture plus qu'à une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Indépendamment de... Moi, j'ai une religion, j'ai une culture un petit peu disperse parce que j'ai vécu dans plein de pays du monde, mais en tout cas, je peux faire confiance à notre nature indépendamment de notre culture et indépendamment de notre religion et du label qu'on appelle mystique et qui est embêtant en France parce on a diabolisé la mystique depuis assez longtemps, hein, depuis l'époque de la Renaissance en fait. Quelque part, le Moyen Âge était une période beaucoup plus mystique. C'est la Renaissance qui a emmené l'Inquisition et tout ça. Donc, on a diabolisé, mais en fait, à l'origine, mystique veut dire mystérieux, qui veut dire secret. Et bien sûr que c'est secret. Comment est-ce que je peux partager avec... Je ne peux partager avec personne mon essence la plus profonde. Je ne peux pas l'expliquer. Même quand j'ouvre ici ma poitrine, comme ça, et je fais ça, vous ne verrez pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous verrez des côtes, un cœur, des poumons et la chair et le sang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas partager du point de vue du concept. Donc, il est mystérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le ressent pas. Je pense que c'est ça que font les artistes. Je pense que c'est ça que font les poètes. C'est d'ouvrir cet espace. Oui. Merci beaucoup. Bah, justement, il y a ici ce beau passage où il y a un humanoïde qui dit nos activités artistiques à bord du satellite me passionnent. Notre projet pour l'humanité à venir inclut un retour à la poésie, au chant, à la danse et à la calligraphie. Et donc cet aspect poétique qui est non seulement profondément présent dans tout le roman, non seulement dans le roman, mais sinon aussi dans ton travail euh, en général artistique. Cette, comment peut la poésie nous sauver? Mais on n'a pas besoin d'être sauvé, c'est ça que je voudrais dire. Oui, On oui. n'a pas besoin de sauveur. Mhm. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui trigger, en anglais, le mot trigger. C'est nous qui faisons toujours le problème en nous-mêmes. Parce qu'on peut vivre toutes sortes de choses, bien sûr. On peut vivre des choses très difficiles et d'autres choses très agréables. Mais en fait, c'est nous-mêmes
qui faisons de cela quelque chose, de cette chose qu'on est en train de vivre. Et donc c'est ça il faut revenir vers soi-même, pas dans le sens d'être obsédé par soi-même, mais dans le sens de retrouver la responsabilité de sa propre énergie, de l'énergie qu'on doit gérer. Donc le corps qu'on a reçu, il développe une énergie. C'est un instrument énergétique. Et c'est le corps aussi, c'est beaucoup le corps qui accumule des mémoires. Et c'est une, comment on appelle ça, je ne sais plus comment on dit, quand vous accumulez des choses, vous mettez des choses ensemble, hein, donc c'est le corps, il accumule toutes ces choses-là. Mais on a appris quelque part qu'on tirait un avantage social à être victime ou à être bourreau, et ça c'est tout à fait erroné, parce qu'en fait nous sommes, chacun d'entre nous, capables, compétents et responsables de notre propre énergie. C'est juste une question d'apprendre à conduire. Parce que peut-être qu'éventuellement nos parents n'ont pas pu, mais nos parents peut-être qu'ils n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient pas. Voilà. Donc du coup, quand toi-même tu apprends à conduire, c'est un petit peu, parce que le temps et l'espace ne sont pas linéaires, effectivement, et donc au fur et à mesure que quelque part tu soulages des mémoires, ça soulage aussi les ancêtres. Oui, ça c'est très important, je pense. Qu'est-ce que tu penses, Yvonne? Cette dernière phrase, elle est Tout à importante. fait d'accord. Euh, Tu m'as fait penser, Myriam, aux constellations familiales, par exemple, où il s'agit exactement de ça, de regarder ce qui est en nous, qu'on a reçu de nos ancêtres, regarder avec amour, accepter et puis laisser partir. Et comme ça, c'est tous nos ancêtres qui se délivrent aussi de ces histoires, de ces souffrances. Donc, c'est le champ du potentiel qui est tout le temps une offrande. Des fois, je ressens ça et c'est une gratitude envers l'univers, ce champ potentiel qui s'offre à chaque moment et qui nous mène avec créativité, avec amour. On ne sait pas où, mais c'est vraiment passionnant. En tout cas, danser tel que tu le fais en ce moment, juste parce que tu as fait des très beaux mouvements de danse pendant que tu t'exprimais. Ah oui, oui. Oui. Et puis peut-être, je voudrais juste souligner une petite chose qui est peut-être importante, c'est de se rendre compte que certaines personnes ont quand même une vie privilégiée depuis la guerre mondiale passée, du XXe siècle. On a eu beaucoup d'années en Europe, aux États-Unis, dans des pays plus riches, des vies assez privilégiées, qui ont aussi, bien sûr, été producteurs de problèmes psychologiques, comme je viens de le dire déjà pendant la conversation, mais c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de vivre un confinement quand on est dans une petite chambre avec 5 enfants, n'est-ce pas? Et qu'on doit en plus trouver un moyen de payer les factures alors que la façon dont on gagnait de l'argent ne va plus fonctionner ou ne fonctionne déjà plus. C'est beaucoup plus difficile que pour d'autres personnes qui ont peut-être un jardin ou qui ont peut-être au moins, en tout cas, appris avant, même si on n'a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de place, ou même pas de jardin. Bien sûr que quand on a vécu un voyage initiatique réel, on peut trouver à l'intérieur de soi-même les jardins, parce que nous sommes nous-mêmes la nature. La nature n'est pas dehors. Nous sommes la nature. Quand les gens disent la nature me manque, je dis ben, en fait, tu es là, quoi. La nature, c'est toi, tu vois. Mais ça, c'est important. Et donc, l'entraide dont on a besoin tous, cette entraide dont on a besoin tous, je crois que c'est aussi de considérer à quel point, pour certaines personnes, c'est très difficile et pour d'autres personnes,
il y a plus de possibilités et de créer de plus en plus de champs de sagesse qui ne sont pas dépendants du fait de gagner de l'argent ou de... Je pense que je vais insister beaucoup là-dessus parce que j'ai une grosse réflexion par rapport à ça, par rapport à la corruption qui peut s'insinuer dans ce qu'on appelle le développement personnel ou ce qu'on peut appeler la transmission. C'est très, très important, je crois, hein. Bien sûr que les personnes valorisent ce qu'elles reçoivent. Donc pour ça, parfois, il faut qu'elles fassent un effort ou un cadeau. Vous avez cet exemple de cette peintre française qui s'appelle Fabienne, je ne sais plus son nom de famille, Verdier peut-être, Fabienne Verdier, je ne sais plus son nom de famille, mais qui est tout à fait extraordinaire. Pour résumer, elle a été rencontrer un maître en Chine quand elle était toute jeune et il lui a dit, écoutez, déjà, elle a mis 6 mois à le convaincre. Il disait non tous les jours. Et puis au bout d'un moment, il lui dit, bon, d'accord, mais il faut savoir qu'il faut que tu t'engages pendant 10 ans pour apprendre avec moi à travailler le pinceau. Vous voyez? Et elle l'a fait. Elle l'a fait et elle s'est engagée pendant 10 ans à travailler avec lui. Et je pense que pendant 1 an, il s'agissait juste de soulever le pinceau. Et voilà. Et donc ça, ce n'est pas lucratif. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ensuite, par la suite, elle est devenue très célèbre parce que son travail est extraordinaire, mais ça, c'est autre chose. Elle ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Et lui non plus. Et il faut absolument qu'on se libère de cette histoire de fric. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution de nos jours par rapport à la crise actuelle. Je crois que c'est ça le point, de comprendre que la richesse, qu'est-ce que c'est que la richesse? C'est quoi être riche? Et sans faire de ça un truc romantique. Oui. Parce que, bien sûr, c'est facile pour quelqu'un qui a les moyens de dire que la richesse, c'est mon cœur, c'est ma poésie. Non, la richesse, c'est quelque chose dans lequel on peut faire confiance parce que c'est notre nature. Et là, du coup, on peut être généreux. Et je crois que ça, c'est vraiment important. D'être généreux et sincère avec le cœur, de ne pas avoir peur de déplaire aux autres parce qu'on est authentique. Oh là là, qu'est-ce que je bavarde. Je pense que ça, c'est une excellente façon de commencer à finir notre belle conversation. On pourrait peut-être rester ici tout l'après-midi sûrement avec... on va prendre une tasse de thé maintenant. Euh, Merci beaucoup Yvonne, merci beaucoup Yuma. J'aimerais aussi demander Yuma par rapport aux lecteurs d'autres langues, quelles sont les prévisions de traduction qu'on a pour le moment de ce... Le portugais est déjà fait, mais est en cours de révision, Mhm. est en cours de pré-révision, mais ça va venir. Donc, on verra. Mais en tout cas, le texte existe. L'espagnol, il y a des gens qui en parlent, et l'italien aussi. Alors, on en est là pour le moment. Et je voulais aussi inviter, si quelqu'un est resté jusqu'à la fin de cette rencontre, hein, ce qui serait merveilleux, je voudrais vous inviter à aussi nous rejoindre pour avoir d'autres conversations sur ces thèmes qui sont soulevés, ou bien par l'île de Bis, ça peut être aussi par la voix qui danse. Et je voudrais remercier beaucoup Yvonne pour ta présence et pour cette traduction qui, dans laquelle tu t'es lancée de ta propre volonté, spontanément en plus. C'est tout à fait extraordinaire avec Lucia. Lucia qui a été la première à lancer cette motivation de faire exister le texte en portugais. Et puis je voudrais remercier beaucoup Monica pour toute ton aide aujourd'hui, le blog et tout ce que tu es en train de faire pour faire que ce roman soit visible. Plaisir. C'est important de partager ce message. Et aimez la vidéo, inscrivez-vous au blog, enfin voilà, si vous pouvez participer, c'est merveilleux. Ok, donc peut-être c'est le moment de se dire à bientôt. Merci beaucoup, Yuma. Oui. Merci, Yvonne. Merci pour ce partage, pour ce beau partage. Au revoir. Au revoir. À bientôt.